Depuis le lancement de ce podcast, j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui souhaitent développer leur patrimoine immobilier, qui est un pilier d'enrichissement dont on parle régulièrement ici, mais qui hésitent encore à passer à l'action, freinés par les peurs de se planter ou le manque de temps disponible pour s'occuper des projets de rénovation. Si tu te reconnais dans cette description, je serais ravi de te recommander une société d'investissement locatif clé en main qui s'appelle revenulocatif.com, que j'ai le plaisir de compter comme sponsor de ce podcast. Ce qui est bien avec Revenu Locatif, c'est qu'une fois le mandat lancé, les équipes s'occupent de tout, de l'analyse de ton projet, de la recherche de biens rentables dans la région Île-de-France où ils sont spécialisés, des travaux de rénovation, de la gestion locative, le tout avec un devis forfaitaire précis, sans surprise, comme on les aime, et un suivi régulier des avancées des travaux. Je suis moi-même client de la structure avec une opération actuellement en cours, et j'apprécie beaucoup la relation avec l'équipe dont tu connais certains membres qui sont passés ici sur le podcast. Bref, si ça t'intéresse, je te les recommande vivement et je t'invite à te rendre sur le site revenu avec un S, locatif avec un S.com/action et de remplir le formulaire. N'hésite pas à mentionner que tu viens de ma part, tu seras bien reçu. J'en ai discuté avec des collègues journalistes à Ouest France ou dans d'autres médias, et en fait, les mecs, très rapidement, ils se rendent compte que c'est un truc de dingue, et souvent, ils quittaient l'échange en ayant téléchargé un wallet crypto. Et sauf que c'était les mêmes qui, 6 mois avant, avaient écrit le Bitcoin, c'est fait pour le dark web, tu vois. Quand on achète ne serait-ce que 10 balles de Bitcoin, je vous assure que vous allez regarder votre wallet toutes les 5 minutes, et que quand il va monter, vous allez vous intéresser pourquoi il monte, et quand il va baisser, vous allez vous intéresser pourquoi il va baisser. Et du coup, on commence à mettre son petit doigt dans l'engrenage, et après, on commence à mettre un peu plus d'argent, et du coup, à s'y intéresser encore plus. Et c'est là où on comprend le potentiel et on hypothèque sa maison. Mais c'est à la fin. On commence pas par hypothéquer sa maison. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Il y a quelques semaines, j'ai réalisé un petit sondage sur mon compte Instagram officiel, donc c'est le compte investisseur avec un S 4.0 si tu n'es pas encore abonné. Le sondage était volontairement un peu énigmatique, disait quelque chose comme si je te dis la saison des alts ne devrait plus tarder, qu'est-ce que tu me réponds ? Solution A, yes, je l'attends. Solution B, de quoi tu parles ? Voilà, j'ai fait le sondage car je voulais connaître ton niveau de connaissance et d'intimité avec les crypto-actifs, qui est le thème du jour. Voilà, le résultat du sondage a montré que 43% des participants ne savaient pas de quoi je parle. Alors les alts, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est des cryptos alternatifs au Bitcoin, en gros. Et alors du coup, plutôt que de réaliser un épisode un peu plus poussé sur le trading des alts, je me suis dit qu'on allait rentrer un peu plus doucement dans l'univers des crypto-actifs, histoire de perdre personne, de garder tout le monde dans le train. J'ai donc décidé d'inviter Valentin Demey, qui est journaliste sur le plus grand média indépendant spécialisé dans les cryptos, qui s'appelle Cryptost, pour nous dresser un panorama de l'investissement dans cet univers des crypto-actifs. Et bien m'en a pris, car dans cet épisode, tu verras qu'il y a des informations à la fois fondamentales pour les newbies, mais aussi des informations plus techniques et plus poussées pour ceux qui sont déjà familiers avec cet univers. Alors plus précisément dans cet épisode, on évoquera la philosophie et les fondamentaux derrière les crypto-actifs, les raisons de leur succès récent. On verra aussi quelques idées fausses au sujet de la crypto. On expliquera comment acheter, échanger et sécuriser ton investissement en crypto-actifs, aussi bien la fiscalité qui s'y applique. On verra ce qu'est le minage, le mining, et s'il représente un support d'investissement crypto viable dans l'univers de la blockchain. Enfin, on parlera du segment de projet crypto qui est en plein boom actuellement et qui a enregistré les plus fortes hausses de cours sur les derniers mois. La finance décentralisée, la DeFi. On verra comment il va révolutionner le secteur financier de demain et comment tu peux l'aborder dans une optique d'investissement. Alors, c'est la première fois qu'on parle de crypto dans les investisseurs 4.0. Et tu verras qu'on essaie ici d'apporter un panorama général de l'univers crypto, même s'il faudrait bien plus qu'un épisode pour traiter de façon complète cette nouvelle classe d'actifs. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cet épisode, ça m'aidera à calibrer le contenu des prochains épisodes également en fonction des éléments qui te semblent les plus pertinents par rapport à ton propre parcours d'investisseur. Car le secteur crypto est là, il est là pour rester et représente l'investissement de demain, donc c'est important que tu puisses bien te former, te renseigner et pour ne pas rater le coche.
le Bitcoin, comme tu l'auras entendu, a atteint son plus haut niveau, mais ça reste quand même un univers très émergent et tu n'as rien raté encore, donc il y a beaucoup de choses à faire sur ce secteur. J'espère que cet épisode va t'apporter des informations qui te permettront d'ailleurs de prendre de meilleures décisions. Alors quand on parle de crypto, il y a quelques précisions, avertissements qui sont de mise aujourd'hui. D'abord le contexte. Cet épisode a été enregistré le 12 février. À cette date, le Bitcoin était évalué à presque 50 000 $, donc il avait déjà atteint son plus haut niveau et poursuivait sa phase de bull run qui a commencé autour de septembre 2020 quand le cours était autour des 10 000 $, pardon. C'est important aussi de rappeler que le marché des cryptos, c'est extrêmement volatile et difficile à prévoir. Donc ne dépense pas l'argent dont tu as besoin et prends des précautions d'usage que l'on rappelle avec Valentin sur cet épisode. Enfin, les propos échangés sur ce podcast n'engagent évidemment que ceux qui les émettent, Valentin et moi. Et par définition, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Donc faites tes recherches, tes propres recherches. C'est la base. Voilà, avant de démarrer, je tenais à remercier les personnes qui ont soutenu le podcast cette semaine au travers d'une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast, d'un commentaire sympa ou bien d'un message. Merci à GigiFac qui nous dit qu'il apprend des choses ici malgré ses 3 années d'entrepreneuriat dans l'immobilier. Ça fait plaisir à entendre. Et puis je salue aussi Alex qui est un passionné de l'immobilier qui tient le blog discutons-imo.fr. Au passage, un blog sur l'investissement immobilier que je t'invite à découvrir. Et qui m'a envoyé un message cette semaine avec une suggestion intéressante pour un prochain invité. Merci à toi Alex et je vais regarder ça. Allez, sur ce, on attaque. Prépare-toi donc à plonger dans l'univers des cryptos et rappelle-toi, c'est un épisode d'introduction. On rentrera plus calmement dans les détails dans des épisodes futurs. Ouvre bien tes oreilles, n'hésite pas à revenir vers moi au travers de messages directs sur mon compte Instagram ou bien par mail directement sur paco@investisseur40.com. C'est parti et bonne écoute. Salut Valentin, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Merci. Salut Paco. Et ça me fait super plaisir que tu sois là pour inaugurer un peu ce thème de la crypto sur le podcast. Donc vraiment, je suis super content de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Ouais, je m'appelle Valentin, du coup, je travaille pour le média spécialisé dans les crypto-monnaies Cryptost, sur lequel je fais les podcasts, en l'occurrence, et sur lequel je m'occupe également de la section DeFi depuis une petite année maintenant. D'accord. Est-ce que tu en termes de parcours, comment tu es en arrivé toi, peut-être là où tu es actuellement, et puis aussi ton histoire par rapport aux cryptos de manière générale? Mon histoire par rapport aux cryptos, comme beaucoup, elle a commencé en 2017. Pour se remettre un peu dans l'ambiance de l'époque, c'était la bulle des 20 000 $ sur le Bitcoin en l'occurrence, et sur les autres cryptos plus globalement, où là j'ai commencé à avoir un œil attentif sur les cryptos, mais j'étais trop jeune parce que du coup j'ai 22 ans, donc c'est-à-dire j'en avais à peine 18 à l'époque, donc pas de quoi en acheter, et c'était pas plus mal, sinon je me serais fait avoir entre guillemets sur le top de cette bulle là. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis intéressé à la crypto en tant que parfait néophyte, et j'ai un parcours journalistique. Donc en fait, dès que j'ai pu lier cette passion-là avec le métier à travers le média spécialisé Cryptost, du coup, je l'ai fait le plus vite possible, et c'était pendant le crack de mars en fait que j'ai rejoint l'équipe de Cryptost à l'époque où Bitcoin et tous les marchés ont pris un petit coup d'arrêt à la nuque, mais ça s'est relevé, donc ça va, c'était le bon choix. D'accord. Et du coup, toi, tu as une formation plutôt journalistique. Est-ce que tu as travaillé pour d'autres médias avant ou... Ouais, tout à fait. Du coup, oui, une formation journalistique de base que j'ai en fait rapidement arrêtée parce que j'étais pas très fan des écoles de journalisme, donc j'ai fait une fac d'histoire et je suis parti ensuite de la fac d'histoire, et j'ai travaillé, et je travaille d'ailleurs encore un peu avec le média Ouest de France, qui est donc le plus grand quotidien de France, à Angers en l'occurrence, et puis depuis un an donc avec Cryptost. D'accord. Est-ce que tu serais à l'aise dans tes mots à toi en fait d'expliquer vraiment aux néophytes, des gens qui connaissent pas du tout ou qui ont juste entendu parler au travers dans les médias de l'opportunité spéculative du Bitcoin, mais qu'est-ce que le Bitcoin et quelles sont les autres crypto-monnaies en fait? Je vais essayer de te faire ça. Pas facile. C'est pas facile parce qu'effectivement il y a ce récit permanent des médias entre guillemets mainstream, mais en même temps, puisque encore une fois, comme je te disais, j'ai travaillé avec Ouest France, je vois le rapport qu'ont ces médias-là aux crypto-monnaies, qui sont pas forcément l'objectif
l'objectif de leur article ou de leur reportage, c'est pas forcément de le défoncer pour le défoncer, c'est plutôt l'incompréhension qui mène à des articles. Le Bitcoin, c'est fait pour financer le terrorisme. Le Bitcoin, c'est une monnaie purement spéculative qui n'apporte rien d'autre que de tout perdre potentiellement. C'est vraiment l'incompréhension qui fait que ils écrivent ça. Et en tout état de cause, tu vois, j'en ai discuté avec des collègues journalistes à Ouest France ou dans d'autres médias, et en fait, autour d'un café à l'époque où on pouvait les prendre dans les bars, et ben en fait les mecs très rapidement ils se rendent compte que c'est un truc de dingue, et souvent ils quittaient l'échange en ayant téléchargé un wallet crypto. Et sauf que c'était les mêmes qui 6 mois avant avaient écrit le Bitcoin c'est fait pour le dark web, tu vois. Donc c'est vrai qu'avec ce flot continu d'informations négatives, on a du mal à comprendre. Mais si je peux faire très rapidement, et encore une fois avec un focus historique, il faut se remettre dans l'état d'esprit de la personne ou des personnes qui ont créé le Bitcoin. Si on prend Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie, parce qu'on ne sait pas qui l'a créé le Bitcoin, si c'est un groupe, une personne. Mais il faut se remettre dans l'état d'esprit et dans la politique de 2007-2008, crise économique. Et il y a quelqu'un qui se dit, moi, j'ai pas envie d'être dépendant des systèmes actuels d'économique et de politique monétaire, donc je vais créer un truc où il y en aura 21 millions, pas un de plus, où on pourra se l'échanger sans tiers de confiance, où on pourra pas faire n'importe quoi, n'importe comment avec la création monétaire, parce que c'était vraiment ça l'objectif, et que si demain tout s'écroule, demain tout s'effondre, on puisse quand même s'échanger des choses sans tiers de confiance. Et c'est comme ça que le Bitcoin est né du coup en 2008, et que voilà, maintenant en 2021, à l'époque où donc il valait rien, parce que à la base il ne valait rien, quelques centimes. Il y a 10 ans, jour pour jour presque, le Bitcoin valait $1. C'était la première fois qu'il s'est échangé contre $1 complet, et aujourd'hui il est proche de $50 000. Donc c'est un beau chemin parcouru. D'accord, ouais. Et alors, le Bitcoin, on peut l'assimiler finalement à de l'or. Enfin, on l'appelle l'or digital, mais dans le sens où c'est, comme tu viens de le dire, c'est il y a un supply, donc il y a une offre de monnaie qui est finie, et que le cours finalement, parce que tu dis que c'est vrai qu'il a beaucoup monté, il est dû au fait que voilà, l'offre et la demande, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres finalement, et ça fait monter le cours organiquement. Ça m'a l'air, je pense que c'est assez facile, on va dire, à comprendre. Là où peut-être j'aurais besoin de peut-être plus de lumière, c'est sur peut-être les autres du coup cryptoactifs, et on peut commencer peut-être par l'Ethereum, donc le ETH, qui lui, alors est-ce que tu le considérais comme une monnaie aussi, ou comment, quelles sont les principales différences pour toi? Ouais, alors après, est-ce qu'on appelle crypto-monnaie crypto-active? J'avais la discussion avec le député Pierre Persson qui s'occupe de la commission des crypto-monnaies à l'Assemblée nationale. Effectivement, c'est lui, il considère, et je suis d'accord sur le principe, que c'est des débats un petit peu de niche et qui sont pas forcément utiles, dans la mesure où, tu vois, Christine Lagarde était sur BFM TV il y a quelques semaines pour dire que c'était pas une monnaie, que c'est un actif, pour plein de raisons, et elle a tort, elle a raison pour plein d'autres raisons. Mais effectivement, le Bitcoin, il est assimilé à l'or numérique parce que déjà c'était le premier, parce que la supply elle est à 21 millions, parce que l'émission de Bitcoin est contrôlée, on sait combien il y en aura, jusqu'à quand il y en aura d'émis, jusqu'au 21 millionième. De ce fait, effectivement, c'est devenu ce qu'on appelle l'or numérique, et son objectif a priori c'est d'être acheté et d'être conservé, et ou de payer les frais de transaction du réseau. Mais voilà, a priori ça s'arrête là, alors qu'Ethereum, il a une caractéristique supplémentaire qui est l'émission de smart contracts, donc de contrats intelligents. Donc c'est une blockchain qui est programmable, qui permet donc de se substituer de tiers de confiance pour faire plein d'interactions. Par exemple, la finance décentralisée dont on parlera tout à l'heure, elle est assimilée à l'Ethereum parce que tu peux dire à un contrat, par exemple, on fait un pari tous les deux, on dit si jamais on termine le podcast avant 52 minutes et 30 secondes, eh bien tout de suite ce qu'on a parié arrive sur ton wallet. Bon ben ça c'est à travers un smart contract. C'est possible sur Ethereum, c'est plus compliqué sur Bitcoin. D'accord. Et en quoi, quand on en parle du cours, notamment de ces cryptos, en quoi en fait le cours de l'Ethereum, qui n'a pas une offre figée dans le temps, les 21 millions du Bitcoin, en quoi le cours peut augmenter ou baisser? Est-ce que
Ouais, alors effectivement, Bitcoin a sa supply limitée et c'est ce qui le caractérise. Ethereum n'a pas de supply limitée aujourd'hui. Demain, ça changera dans la mesure où en fait il y a ce qu'on appelle une proposition, une EIP qui vise à ce qu'on appelle brûler les fees, donc brûler les frais de transaction. Donc ça ferait que Ethereum pourrait avoir une supply limitée, une supply diminuante. Plus le réseau est utilisé, plus les fees sont brûlés. Donc plus le réseau, moins le réseau a de tokens en fait. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est à peu près la même chose que pour tout. C'est demande supérieure à l'offre, boum, ça monte. Ethereum a un avenir potentiellement radieux. Aujourd'hui, il est, si on rentre un peu dans la technique, et on va être obligé pour répondre à cette question, mais il est régi par une blockchain en proof of work. Ça veut dire, j'ai un ordinateur chez moi, je fais tourner la blockchain, eh bien, je la sécurise donc en échange de donner mon temps, de l'énergie et tout, je suis récompensé en Ethereum. Demain, ça sera plus le cas. Demain, c'est toute personne qui a 32 Ethereum peut devenir un validateur et en tant que validateur, du coup, peut avoir de l'Ethereum, des fractions d'Ethereum en récompense et du coup, ça devient un réseau qu'on appelle le proof of stake, donc la preuve par l'enjeu et non plus la preuve par le travail qui est la proof of work, ce qui anime Bitcoin et Ethereum aujourd'hui. Donc voilà, ces révolutions-là font que beaucoup d'espoirs sont portés sur Ethereum, beaucoup d'attentes sont portées sur Ethereum. Aujourd'hui, son cours est à $1 700. Il était à 150-200 $ il y a un an. Il y en a qui estiment que il va surperformer Bitcoin sur ce rallye, sur ce nouveau rallye qui a lieu tous les 3-4 ans. À voir, mais effectivement il y a des grosses attentes sur Ethereum qui a un réseau qui va beaucoup plus bouger alors que Bitcoin bougera moins parce que sa communauté est plus conservatrice et c'est ce qui fait sa force. D'accord. Et quand on regarde un peu, enfin, on essaie de retracer le panorama des cryptos actifs aujourd'hui qui sont très très nombreux en fait. Comment tu définirais le reste en fait si on prend Bitcoin, Ethereum et puis le reste? Est-ce que le reste c'est comme Ethereum? Est-ce qu'il y a des différences majeures sur les autres tokens? C'est une très bonne question. Moi, je serais d'avis de dire comme un de mes confrères qui s'appelle Asher, que connaissent tous ceux qui sont familiers de la crypto-monnaie, où en fait, il y en a 95 qui vont mourir et qui serviront à rien demain, et voilà. Mais il y en a 5-10% qui vont être bien et qu'il faut regarder. Ok. Non, c'est super intéressant, mais en t'écoutant, en fait, je me suis rendu compte à quel point la personne qui est pas dans le marché, qui connaît un peu juste sur les mainstream médias, à quel point elle va être noyée en écoutant ce podcast, ouais. Ce passage. Mais en tout cas, enfin, c'est comme tu dis, enfin, c'est très c'est très juste et je pense qu'il faut juste simplement se documenter pour comprendre la teneur de discours. Et c'est vrai que quand on est dedans, on n'a plus trop l'habitude d'expliquer les choses. Mais est-ce que je peux m'aventurer à juste peut-être un résumé et puis une question par rapport à ça, à ce que tu viens de dire sur le token uni? Ouais. Tu vois, j'essaie de faire la comparaison, tu vois, pour encore une fois vulgariser entre les tokens et puis les actions en bourse de société. Donc les tokens de projets, même si on a vu qu'il y a des projets qui servent à rien et des actions pour les entreprises. Donc tu vois, est-ce qu'on peut dire que un token c'est équivalent aux actions ou est-ce que quelles sont les grandes différences en fait? Là, je vais avoir du mal à te répondre. Mais je vais piquer la réponse d'Anis Lajnev, qui est un ancien trader de la Société Générale avec lequel j'ai discuté il y a pas longtemps après l'affaire GameStop. Je sais pas si tu avais traité ça un petit peu de ton côté, mais c'était passionnant. Et en fait, lui, sa réponse, c'est de base, un token, ça n'a pas de valeur, quoi. Il n'y a pas d'entreprise derrière. Une crypto, c'est la valeur qu'on lui confère. Enfin, c'est la confiance qu'on lui confère. Potentiellement, elle est infinie parce que la confiance humaine peut être infinie si on veut être un peu philosophique, soit. Mais peut-être qu'effectivement, la réponse la plus simple, c'est celle-ci, c'est de dire c'est pas parce que l'entreprise se porte bien qu'elle va te fixer des dividendes et que du coup ton token il va augmenter. Non, pas forcément sur tous les tokens. En tout cas, le Bitcoin en l'occurrence, c'est pas le cas. Tu vois, c'est vraiment la confiance qu'on confère au Bitcoin. Et pourquoi la confiance du Bitcoin, elle est très haute aujourd'hui et que le Bitcoin il vaut $50,000 et ce qui va aller à 100 000, à 150, 200 000, je me garderais bien de faire des estimations, mais peut-être qu'en l'occurrence, c'est parce que de l'autre côté, les banques centrales, elles impriment des milliards d'euros, des milliards d'euros sans rien demander à personne et ça dévalue la monnaie, alors que Bitcoin, on aura 21 millions, point.
Ouais, bien sûr. Non, sur Bitcoin, tu vois, c'est tout à fait évident, tu vois, et comme c'est décentralisé, que ça appartient à personne, c'est pour ça que c'est assez, comment dire, attirant comme type d'investissement, parce que tu sais que, enfin, tant qu'il y aura de l'offre, enfin, pardon, de la demande, la valeur du Bitcoin, elle va toujours être là, quoi. En revanche, moi, la question, et que j'essaie de me comprendre, si tu vois, quand tu achètes une action totale, bah, en fait, tu crois à la société. Ouais. T'achètes aussi des résultats en fait, et plus le résultat augmente, plus le cours augmente. Tu as droit à des dividendes également. Mais qu'est-ce qui dans le crypto fait que comme on parle de la décentralisation, mais si j'achète un token par exemple Uni, Ouais. donc Uniswap c'est une plateforme d'échange. Qu'est-ce qui empêche on va dire les dirigeants ou les actionnaires, dirais, d'Uni de simplement se barrer avec l'argent et puis moi je me retrouve avec un token qui n'a absolument aucune valeur, tu vois. Euh, Ouais, je comprends l'inquiétude de ce qu'on appelle un exit scam dans le milieu des cryptos. Effectivement, le mec il monte un projet, il se barre, il fait monter la sauce, il se barre avec la caisse. Alors après ça c'est ce qu'on dit effectivement beaucoup dans la crypto, c'est do your own research. Si je veux la faire en anglais, faites vos propres recherches. Ou l'autre version c'est ne croyez pas vérifier. Hein, si je le traduis comme ça également. Donc du coup, enfin, ne faites pas confiance, vérifiez. Pour le coup, Uni, enfin, comme c'est décentralisé en fait, c'est-à-dire que tu peux aller voir ce qu'il y a dans le protocole, tu peux aller sur GitHub si les gens connaissent un petit peu, tu peux aller voir en gros le code source du logiciel, le code source du programme, voir ce qui est dit, ce qui est fait, analyser les smart contracts, voir ce qui se passe, qui est derrière, qui peut interagir avec, et avoir confiance en le projet en fonction de ce qui est écrit dedans. Parce que pour le coup, c'est la blockchain, tu vois, et du coup, la blockchain, elle est immuable et elle est décentralisée et elle est transparente. Donc, donc pour le coup, vu qu'il y a tous ces paramètres, tu peux te dire, ok, moi je crois en Uni. Uniswap, c'est un échangeur décentralisé qui fait plus de volume que Coinbase, Coinbase Pro, Binance à certains jours. C'est assez dingue alors que il y a personne entre les deux. Ok, je vais acheter le token. Le token, il me servira à quoi? C'est un token de gouvernance, mais je vote même pas pour les présidentielles de mon pays. Pourquoi je ferais un token de gouvernance? Parce que c'est différent, parce que tu peux effectivement voter pour des propositions, mais tu peux aussi parier sur l'augmentation du cours. Et là, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Tu peux faire ce qu'on appelle du farming, ça veut dire mettre ton token prêter ton token à quelqu'un d'autre ou le mettre à farmer. Et donc à générer des taux d'intérêt qui sont assez énormes, qui sont de l'ordre de 10, 15, 20, 30, 40 à parfois plus de 100% en annuel. Donc voilà, toutes ces solutions qui font que en ayant un token uni, tu participes à la décentralisation du protocole et donc avec tous les avantages qui sont accolés. D'accord. Ouais, et puis de toute façon, enfin, si tu crois au projet, acheter en fait des tokens, ça revient finalement à acheter des actions quand tu crois aussi à une boîte. C'est-à-dire que tu vas, en fait, tu vas apporter du capital quand même pour, j'imagine, exécuter parce que les projets peuvent avoir des dépenses liées à leur développement, etc. Donc tu peux contribuer de cette manière-là. C'est juste de dire ça ou? Ça dépend. Ça dépend effectivement des protocoles. Il y en a effectivement qui vont faire ce qu'on appelle une pre-sale ou une ICO, comme ça se disait beaucoup en 2017. Ça se dit moins maintenant parce que c'est régulé, donc ça a calmé l'effervescence. Mais effectivement, ce côté-là va être bon. On émet des tokens. Si vous croyez en projet, les gars, achetez le token avec des Ethereum et des Bitcoins. Nous, ça nous permet de nous financer. Et puis il y a des fois, non, les gars, ils les montent tout seuls dans leur coin. Ils font un token de gouvernance parce que c'est la décentralisation qui l'oblige entre guillemets. Et ils font, et c'était le cas de Uniswap, ce qu'on appelle un airdrop. Ça veut dire, bon, vous avez utilisé la plateforme avant le 1er septembre 2020, trop cool, on vous donne 400 tokens unis pour tous les gars qui ont fait une seule transaction sur notre protocole pour vous remercier. 400 tokens unis à l'émission en septembre, c'était $1,200. Aujourd'hui, c'est $10,000. Donc, c'est assez énorme. Ça veut dire, c'est de l'airdrop. Donc, c'est vraiment cadeau. Faites-en ce que vous voulez. Alors, il y en a qui le vendent tout de suite, il y en a qui le gardent, il y en a qui le gardent pour le revendre plus tard, il y en a qui le gardent parce qu'ils croient en un projet, il y en a qui le gardent pour participer à la décentralisation, pour faire des propositions, parce que du coup, si tu as assez de tokens unis, tu peux faire une propale à base de « Ok les gars, désormais, tous ceux qui gagnent, enfin, dès qu'il y a tant de frais par jour, tous les détenteurs de tokens unis peuvent prendre 0,1% des fees et c'est réparti à tous ceux qui ont le token. Après voilà, c'est la communauté qui, avec les tokens et les votes,
animent le protocole. Donc voilà, il y a plein de façons de faire, mais ça peut être aussi une façon de financer tout à fait les équipes de développement. Oui. Ok. Et alors du coup, juste en termes de peut-être pratico-pratique sur la détention et puis de cryptoactifs et en considérant ça comme des investissements. Ouais. Donc du coup, on s'éloigne juste un peu de la tech pour parler juste pour l'investisseur. Quels sont juste un petit résumé peut-être de la façon peut-être la plus sûre, la plus efficace de détenir d'acheter déjà des cryptoactifs, de les détenir, de les vendre sans se faire plumer, quoi. Très intéressant, très bonne question. T'as raison de la poser. D'autant plus que nous sommes dans ce qu'on appelle un bull run. Un bull run, qu'est-ce que c'est? C'est je me réveille le matin, je suis plus riche que la veille a priori, à part s'il y a une petite correction, ce qui n'a pas été le cas depuis 2017, parce que voilà, encore une fois, si on peut faire un petit récap, en 2017, il y a eu l'explosion des crypto-monnaies et du Bitcoin à $20,000 et on a eu 2-3 ans de bear market, de marché baissier atroce pour ceux qui l'ont vécu, où le Bitcoin il est allé chercher les $3,000 et il n'a pas tellement rebougé à quelques milliers d'euros près pour aujourd'hui valoir $50,000. En 2020, en décembre dernier, il a dépassé son record là de 20 000, et ce qu'on appelle donc un bull run, ça veut dire que tout monte très vite, et donc ce qui entraîne ce qu'on appelle le FOMO. Je pense que tu connais, fear of missing out, de se précipiter pour aller acheter une action ou un token parce que on va rater le train, et au final de se faire plumer parce que soit on est passé par un truc un petit peu bizarre qui n'était pas legit, soit on a acheté trop. Pour ce qui est acheté trop, je suis pas analyste technique, donc et puis c'est jamais facile de le dire. Par contre, pour ce qui est d'acheter avec en toute sécurité, c'est plus facile de faire un point là-dessus. Acheter des crypto-monnaies, c'est pas plus compliqué qu'acheter des actions, si ce n'est même un poil plus facile. Moi, j'ai commencé par acheter des cryptos avant d'acheter des titres, et j'ai trouvé que c'était plus simple d'acheter de la crypto-monnaie. Il y a des plateformes centralisées très simples, très faciles. Je vais en citer 3 qui sont le plus connu. On a Kraken, on a Coinbase et on a Binance, qui sont les 3 plateformes les plus accessibles, les plus connues, les plus utilisées aujourd'hui pour ce qui est des plateformes centralisées. Donc là, c'est simple, ouverture de compte, KYC, donc tu donnes ton nom, prénom, tu donnes ta carte d'identité et tout, tu ouvres ton compte, boum, c'est bon pour toi. Tu es sur des plateformes qui sont legit, donc c'est pas elles qui vont te plumer. Quand tu achètes une crypto là-bas, si elles l'ont listé, c'est qu'elles ont fait le travail pour savoir qu'il y aura pas de problème avec toi. Après, pour ce qui est du stockage des crypto-monnaies, 2 solutions. La première, les laisser sur l'échange. C'est jamais une bonne idée parce que même si la blockchain est a priori très safe, tant qu'elles sont sur l'échange, elles sont dans les mains d'entités centralisées qui peuvent se faire attaquer en tant qu'entité, ou vous-même, toi, ton propre compte peut se faire plumer parce que ton code il est trop simple. Et dans ce cas-là, il faut ce qu'on appelle mettre ces crypto-actifs sur un portefeuille en dehors du réseau, un cold wallet. Et là, on va citer notre entreprise, notre licorne française qui s'appelle Ledger, qui propose des portefeuilles tout simplement déconnectés du réseau. Donc en fait, c'est très simple, hein. Enfin, c'est très simple à comprendre. Tout simplement connecter une clé à son ordinateur sur laquelle on va envoyer à travers une adresse, une sorte de RIB, nos fonds qui vont être réceptionnés sur l'adresse, et nos clés privées sont déconnectées du réseau. Ouais, d'accord. Et en fait, quand tu parles de la facilité de trader, je te rejoins. En revanche, là où moi, en tout cas, j'ai eu plus de difficultés, c'est sur la partie transférer des fonds de son compte Crédit Lyonnais ou la Banque Postale vers ces plateformes-là, notamment Kraken ou Binance, où là les banques françaises, alors je sais pas parce que moi je l'ai fait, ça fait 2 ans déjà, mais à l'époque déjà j'ai eu des warnings, peut-être que ça a changé, je sais pas. Ça n'a pas changé pour la majorité des banques. Je sais alors il y a un classement qui est fait tous les ans par un média, un confrère, je sais plus quel média le fait, mais qui effectivement fait une comparaison des banques les plus chiantes et les moins chiantes. Parmi les plus chiantes, moi, pour prendre un truc très simple, mon frère qui s'y est mis est au Crédit Mutuel pour citons-les, et ils sont toujours un peu à la ramasse avec carrément, tu vois, ils l'ont appelé, ils lui ont envoyé une lettre recommandée à son domicile, au domicile de nos parents, pour dire attention, vous faites un truc là, c'est pas bien, faites attention, vous allez tout perdre. Donc voilà, ils en sont encore là. Il y en a d'autres carrément qui bloquent totalement les paiements. Impossible de faire
un virement par RIB à une plateforme crypto et ou de payer par carte sur les plateformes crypto. Et c'est en fait le cas tout simplement de Revolut, tu vois, c'est marrant, c'est une banque en ligne et tout, mais Revolut n'accepte pas de payer avec sa carte sur des cryptos. Alors on peut en acheter sur Revolut, mais c'est pas tes cryptos ne t'appartiennent pas, parce que je l'ai pas dit au début, mais ce qui change avec effectivement avec mais peut-être qu'on en parlera dans la partie DeFi, mais ce qui change avec j'ai un titre ou pas, c'est qu'en fait les cryptos, je les ai vraiment, elles sont à moi, je suis ma propre banque, c'est mes fonds, il y aura personne qui me dira quoi faire avec, personne qui viendra me dire tu ferais mieux de faire ci ou tu ferais mieux de faire ça, et personne qui, si je ne les laisse pas sur l'échange, viendront me les piquer. Sur ma clé Ledger, bon, il y a eu un petit problème avec Ledger il y a quelques semaines de ça, où leur base de données clients s'est fait leaker, donc les fonds étaient en sécurité, mais en gros nom, prénom, adresse et tout des gens qui avaient acheté les Ledger sont toujours dans la nature d'ailleurs, donc c'est pas très rassurant, mais les clés en elles-mêmes sont toujours très sécurisées. Eh bien voilà, pour le coup, à part si on vient mettre la main sur ma clé Ledger et qu'on connaît mon code PIN et ou qu'on connaît mes phrases de récupération, mes fonds ils sont à moi, point, à la ligne. Et si demain on nous dit l'euro il vaut 0, c'est pas grave, parce que on viendra pas prendre mes bitcoins. Alors ça posera d'autres problèmes sur le prix du bitcoin en euros du coup, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement on va pas, ce qu'est la crainte des gens, tu sais, c'est déjà arrivé dans l'histoire, pour le coup, pour reparler un peu d'histoire, que il y ait un repricing de l'or. Bon, on prend l'or de tout le monde, ciao, on le reprice à ce truc là, et ou d'autres actifs. Bon là, a priori, le Bitcoin, à part s'ils viennent chercher tous les possesseurs de Bitcoin pour faire la même chose, normalement on est safe, parce que le Bitcoin, quand vous créez un compte, c'est pas le cas sur un échange, parce que du coup les échangeurs gardent vos fonds. Dès l'instant où vous allez les mettre sur un wallet extérieur, que ça soit sur Ledger à travers un portefeuille physique ou sur une application où vous avez vos propres clés, il y a une phrase connue dans le milieu de la crypto qui s'appelle qui dit not your keys, not your Bitcoin. C'est pas vous avez pas vos clés, c'est pas vos Bitcoins, même si vous les avez achetés, parce qu'il y a le risque que l'échangeur fasse faillite, attaquer. Il y en a eu plein. Le plus connu, et c'était d'ailleurs un Français qui l'avait monté, c'est MindGox, qui s'est fait attaquer. L'affaire, il s'est fait attaquer il y a longtemps, et l'affaire elle est toujours en cours. Et les bitcoins n'ont pas tous été retrouvés. Et du coup, si tu as ta Ledger, ou si tu as un wallet, que ça soit une application ou un wallet portefeuille concret comme on disait avec Ledger, eh bien du coup tu vas devoir noter une phrase de récupération, donc 12 ou 24 mots en anglais qui n'ont pas de sens particulier entre eux, mais qui permettent de recréer la clé privée qui te donne accès à tes cryptoactifs. Et c'est ça qui fait que tu deviens vraiment le seul possesseur de tes cryptos. C'est quand tu fais un envoi, c'est ce que tu disais, tu vas avoir deux clés, une clé privée et une clé publique. Et en fait, c'est ce qui permet la clé publique, c'est ton RIB. La clé privée, c'est de permettre d'accéder à tes fonds et de signer sur la blockchain. C'est moi, Paco, qui fait le virement là, tout de suite, là. Je vous le prouve. Je vous donne pas ma clé privée pour le prouver, mais en gros, avec un système, ce qu'on appelle un signement asymétrique, de prouver qu'en fait c'est toi qui fais le virement avec la clé publique à partir de ta clé privée. Mais voilà, c'est ce qui permet d'être le propre possesseur de ces cryptoactifs, Bitcoin et autres d'ailleurs. C'est cette clé-là, 12 ou 24 mots. D'accord. Donc en fait, si je résume, et en fait c'est important, c'est un peu une arme à double tranchant, la crypto, et c'est là où il faut faire attention, et c'est pour ça que les pouvoirs publics, je pense, veulent mettre la main là-dessus. C'est qu'en fait, comme tu dis, on est possesseur de ses propres deniers, donc il y a aucune autre intermédiaire. En revanche, on est le seul et unique responsable de son argent, et il n'y a pas non plus de système de garantie, de protection, choses comme ça. Si on perd l'argent en banque, on peut prouver que on a perdu l'argent, on peut faire un procès ou autre, mais en tout cas on pourra récupérer notre argent là, en gros. Et je pense que d'ailleurs il y a eu des anecdotes comme ça de gens qui ont perdu leurs clés et qui aujourd'hui qui ont acheté un Bitcoin super bas, et maintenant ils se retrouvent ils sont dégoûtés, quoi. Et en fait ils sont les seuls responsables, donc on est les seuls responsables de son destin finalement, mais c'est le côté rassurant, et ça met pas en cause en fait le système. Si on perd sur ce coup-là, c'est parce que on a simplement oublié le mot de passe. Ouais, effectivement, cette grande liberté engendre plein de responsabilités, parmi lesquelles se souvenir de ses codes et se souvenir de ses clés privées, ou les noter dans un endroit ou plusieurs endroits, avec le principe de la clé de Shamir. J'inviterai les gens à regarder ce que c'est. C'est très intéressant de mettre la clé à plusieurs endroits et tout.
pour se sécuriser. Et c'est un peu la vision cypherpunk en fait qui sont à l'origine de tous les protocoles liés à la crypto-monnaie et aux crypto-actifs ou à la cryptographie en général, qui veulent ne pas laisser d'intermédiaires entre eux. Et c'est ce qui fait l'essence du Bitcoin. Donc effectivement, ouais, tu peux pas. Après, quand tu fais du coup un virement sur la blockchain, c'est immuable. Tu peux pas dire c'est pas toi qui l'as signé, quoi. S'il attaque les privés, bah il y a pas d'erreur à avoir. Soit il y a un mec qui est tombé dessus, si c'est pas toi, ben dommage, t'as pas assez bien sécurisé tes clés. Le mec il a pas pu la trouver au hasard, tu vois. Mais bah, si tu laisses tes clés traîner sur ton bloc-notes de ton ordinateur et avec lequel tu fais plein de conneries, bah effectivement, dommage. Ouais, tout à fait. On a passé un peu donc le transfert d'argent ou maintenir ces cryptos, les trades. Bon, c'est comme tu as cité les trois plateformes qui a priori ont pas mal de liquidités, parce que ça peut être aussi un problème quand on achète des crypto actifs, que en fait on passe l'ordre et puis finalement l'ordre passe pas parce que au moment du moins où on le veut, parce qu'il y a pas de liquidité sur le marché. J'imagine pour s'en prévenir, faut aller sur les gros tickets, le top 50. Ouais, oui. Dans le top 500, à part si on arrive avec des milliards, a priori, on va pas. Bon, il y a quelques exceptions, hein, mais effectivement, ça devrait le faire. Après, anecdote très récente, là, il y a quelques jours, tu vois, Kraken a suspendu la création de nouveaux comptes. eToro a annoncé ne plus avoir assez de crypto actifs et en l'occurrence de Bitcoin pour ses utilisateurs, et donc a suspendu le trading de crypto-monnaies. On aura 21 millions de Bitcoin dans plusieurs dizaines et dizaines d'années. Il y en a déjà un peu qui sont perdus parce qu'il y a des mecs qui ont oublié leur mot de passe et leur code d'accès. Et il y en a un qui a fait la une il y a pas si longtemps avec un mec, il lui restait 3 essais ou je sais plus quoi pour accéder à son portefeuille, et ça a fait la une de tous les journaux mondiaux. Effectivement, il y aura 21 millions de Bitcoin, et ben il y en aura pas un de plus. Donc à un moment donné, il y aura ce qu'on appelle un choc de liquidité. Toute l'année 2020, il y a eu plus de Bitcoin achetés que de Bitcoin émis. Aujourd'hui, ça continue. Il y a Tesla qui arrive dans la partie, il y a Uber qui arrive dans la partie, il y a Mastercard et Visa. C'est des mecs, ils n'arrivent pas avec 10 dollars. Et leur venue fait que des gens qui ont de l'argent vont pas mettre 10 dollars dessus. Et donc, effectivement, il y a parfois des chocs de liquidité sur les plateformes. Pendant un moment, elles sont inaccessibles. Pendant un moment, elles en ont pas assez, mais ça veut pas dire que celui qui veut mettre 10 000 balles, il va se retrouver avec un spread de 500 balles. Non, pas sur les trois plateformes qu'on a citées, qui sont Binance, Kraken et Coinbase. Donc pour le coup, non. Mais il y a certains moments où la plateforme va dire là, on peut plus, enfin là, les retraits, on va les stopper un peu, ou là, les achats, on va les stopper un peu, ou alors, en ce moment, on n'accepte pas de nouveaux venus. Merci, bonsoir. Faut aller ailleurs, quoi. Ce qui est déjà arrivé. Et moi, je l'ai pas vécu en 2017, mais j'en ai discuté avec des gens qui l'ont vécu en 2017. Il y a des comptes déjà créés qui se vendaient à plusieurs bitcoins, tu vois, c'était assez dingue. A priori, tu pouvais vendre ton compte Kraken pour 3 bitcoins en 2017 parce que Kraken n'acceptait plus de nouveaux utilisateurs. Donc c'est assez dingue, tu vois, quand ils repensent. Aujourd'hui, les plateformes, elles ont appris de leurs erreurs, mais effectivement, bon voilà, quand lundi dernier Tesla, la SEC annonce que Tesla a mis 1,5 milliard de dollars sur le Bitcoin, les plateformes elles sont inaccessibles pendant 2 heures. Point. Et c'est tout. Donc celui qu'on avait avant, il est content. Celui qu'on n'avait pas, il peut pas accéder à ces plateformes. Et celui qui voulait se créer un compte, pendant plusieurs jours, la plupart des plateformes disaient, non les gars, on n'accepte plus de nouveaux clients, on peut plus fournir, on n'a pas assez de Bitcoin, on peut pas en créer. C'est pas la BCE. Tu vois, la BCE elle dit, on n'a pas assez d'euros, on crée 1 000 milliards d'euros, il y a pas de problème, tu vois. Non, Bitcoin, il y en aura 21 millions, voilà. Ouais, donc du coup, il y a un moment donné, ça coince parce que mécaniquement, tout simplement, ça coince. En fait. Ouais, exactement, ça coince. Que ça soit l'offre ou la demande du Bitcoin en soi, ou alors que ça soit la capacité des plateformes à recevoir des dizaines et des dizaines de milliers de connexions simultanées. Ça, c'est un autre problème, mais voilà, ça fait que les plateformes aussi, des fois, elles sont juste down sur des grosses news comme ça. Et faut attendre, mais c'est embêtant que et du coup, qu'est-ce qui fonctionne toujours? C'est Uniswap, tu vois. Uniswap, ça fonctionne et les gens ils y vont. Ce qui fait que ça, à ce moment-là, tu te dis, moi je paye des frais de dingue sur Binance pour accéder à des fonds et je peux pas y aller. Effectivement, tu vois qu'Uniswap est toujours online. Là tu te dis je vais peut-être acheter du Uni parce qu'en fait il y a que ça qui fonctionne quand il faut que ça fonctionne. Alors du coup ça fonctionne mais ça coûte cher d'y accéder parce que c'est sur la blockchain Ethereum, donc la blockchain Ethereum elle fonctionne avec des frais actuellement très élevés, donc ça veut dire pour faire une transaction il faut payer des frais Ethereum de l'ordre de 2, 3, 400 dollars en Ethereum, ce qui est
énorme pour un mec qui veut passer un petit trade et prendre 50 balles de Bitcoin. C'est pas jouable aujourd'hui. Ça le sera demain parce que le réseau il va se mettre à l'échelle. Mais voilà, en tout cas, Uniswap était toujours debout. SushiSwap, qu'un autre, était toujours debout. Les échangeurs décentralisés au global étaient debout quand les entités centralisées, elles étaient à genoux à l'annonce de Tesla lundi dernier. Ouais. En t'écoutant, je me dis que on est quand même dans une sorte de Far West encore hein, sur les cryptos. Moins qu'en 2017 certes, mais c'est vrai que je peux comprendre que certaines personnes se sentent un peu intimidées pour entrer sur ce marché-là. Tu penses pas que il va y avoir des améliorations qui font que un peu comme le format HTML pour les emails que personne ne connaît vraiment, mais bon, maintenant on connaît les emails, on connaît l'internet. Tu crois que il va y avoir une transformation pour rendre vraiment le système dans son ensemble, l'expérience utilisateur meilleure et user-friendly? Elles sont en cours. Ethereum 2.0 est en train de passer en ce qu'on appelle le layer 2, donc de rajouter une couche sur le système principal pour avoir un système qui est, pour faire très simple, beaucoup plus scalable, de démultiplier le nombre de transactions à la seconde et de diminuer drastiquement les frais. Donc ça, c'est en cours. Après, pour ce qui est des plateformes, je sais pas, tu vois, effectivement, elles étaient HS, mais n'importe quelle plateforme serait à terre avec une demande pareille sur une news pareille, je pense, tu vois, parce que ça voudrait dire qu'elle devrait avoir parce que là, en l'occurrence, ce qui les a mis à terre dans un premier temps, c'est le flux de connexion simultané. Ça voudrait dire qu'elle devrait avoir, je sais pas, un compte avec 10 millions ou 10 milliards, vas-y, prenons des excès de connexion simultanée, ça leur servirait 3 fois dans l'année, mais ça leur coûterait une blinde. Bon, du coup, elles se disent, bon, on sera down 3-5 fois dans l'année, mais on va économiser suffisamment pour tenir, tu vois, c'est des choix comme ça aussi. Mais je pense que DeGiro ou d'autres plateformes pour trader les actions seraient dans la même situation si demain ils avaient une telle connexion simultanée sur un stock pour une raison similaire que Tesla arrive dans la partie quand même. C'est quand même assez dingue, tu vois. C'est-à-dire que cette journée-là, elle est gravée dans le marbre, elle est grosse croix rouge sur le calendrier des crypto enthousiastes parce que de dire que cette entreprise qui est Tesla avec le génie qu'on connaît derrière, qui est quand même le mec qui a créé PayPal, qui s'est occupé de la transition numérique de la monnaie, qui d'ailleurs depuis septembre annonce que c'est déjà le cas aux États-Unis, ça le sera en Europe dans les prochains mois, acceptera les cryptos et on pourra acheter des cryptos à travers PayPal, qui dit à travers sa société Tesla qui a révolutionné la voiture et entre-temps le mec il s'est occupé de révolutionner l'aéronautique, il te dit en fait maintenant on va mettre une partie de notre trésorerie entre guillemets en Bitcoin. C'est un signal quand même de dire les institutionnels, ça y est, ils sont là. Alors ils étaient là peut-être depuis un moment, ils le disaient pas, mais là maintenant ils le disent et en plus ils y vont et pas semblant parce que 1,5 milliard d'euros, c'est pas mes économies que j'ai de côté avec 1000 balles quoi. Ouais, bien sûr. Après, c'est quand même Elon Musk, il a quand même une réputation d'avoir fait des sorties sur Twitter qui n'étaient pas forcément méga réfléchies. Bon, là, en l'occurrence, c'est quand même via, on va dire, un truc un peu plus sérieux puisque c'est sa société Tesla qui est, voilà, qui en parle. On peut penser exactement. Que c'est un peu plus... Et c'est la SEC, tu vois, c'est la Security Exchange Commission aux États-Unis, c'est le régulateur américain qui communique. C'est pas Tesla qui dit coucou les gars, on a investi 1,5 milliard d'euros, youpi, FOMO, allez-y tous acheter du Bitcoin en vendant 2 jours. C'est la SEC qui dit bon, voilà, à travers son document, Tesla. Et pire que ça, c'est-à-dire que derrière ils disent qu'ils veulent accepter le Bitcoin sur leur plateforme dans les prochains mois. C'est-à-dire tu pourras acheter ta Tesla avec au pire du Bitcoin, au mieux de la crypto. Et donc c'est un signal fort. Mm-hmm. Il y a un sujet, juste pour ouvrir une parenthèse là-dessus, parce que quand tu dis effectivement en fait, le fait qu'on puisse facilement transférer des fonds de manière importante sans intermédiaire, tout de suite on pense au blanchiment d'argent. Et je peux comprendre que les gens pensent à ça, parce que c'est vrai que tu te dis, effectivement, c'est le premier truc que si j'étais trafiquant de drogue, moi c'est le premier truc que j'utilise. Je vais pas aller à la banque, tu vois. Est-ce que il y a une question, enfin, j'étais curieux là-dessus de savoir, est-ce qu'il y a des moyens de se garder de ça sans rentrer dans la folie de se dire alors on coupe tout, on arrête la crypto. Est-ce que par exemple les procédés de know your customer, choses comme ça, permettraient quand même de tracer le détenteur de la transaction quand on passe en transaction, on est vraiment anonyme, ou est-ce qu'on peut quand même
être traqué, quoi. Il n'y a pas pire idée que passer par de la crypto-monnaie pour faire du blanchiment ou faire des choses illicites. Il n'y a pas pire idée. C'est la pire des idées que quelqu'un peut avoir que de faire une transaction en crypto-monnaie pour envoyer de l'argent dans le darknet ou je sais pas quoi. Pourquoi? Parce que effectivement, je ne l'ai pas précisé parce que effectivement, tu as raison, des fois ça paraît tellement évident qu'on ne prend pas le temps de l'expliquer, mais la blockchain et la crypto-monnaie, c'est pas anonyme, c'est pseudonyme. Et ce que tu viens de dire là, que le fameux KYC, le Know Your Customer, fait qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans le traçage des blockchains. Et à tel point qu'il y a déjà eu des plateformes centralisées comme Binance qui ont été attaquées, et ils sont capables, les gars, de dire ok, bon bah très bien, les fonds ils ont été attaqués à partir de telle adresse, on va remonter la chaîne, on va essayer de trouver qui est à l'origine, et en attendant, sur le stablecoin Intel USDT qui est un peu centralisé malgré tout, on va geler les fonds, le mec il les a mais ça sert plus à rien, et on va réémettre la même quantité et on va essayer de retrouver le mec. Alors du coup, comment on va retrouver le mec? Je sais pas, transaction qu'il a fait avec lui, elle est passée à telle adresse, c'est un mec qui a créé son compte sur Binance, on sait qui c'est, regroupement, boum, monsieur, bonsoir, vous avez fait un truc bizarre, mais vous êtes identifié, c'est bête pour vous, tu vois. Donc c'est la pire idée parce que c'est totalement retraçable, parce que c'est immuable et parce que c'est noté. Donc les adresses, on les connaît, et il y a c'est le nombre d'affaires des mecs qui se sont fait retrouver, que ce soit du Bitcoin, de l'Ethereum, de l'USDC, de l'USDT, parce que c'est traçable, mine de. Il y en a plein, que ça soit pour du blanchiment ou pour le dark web. Donc vraiment, pire idée. Si vous voulez si vous voulez faire des bêtises, n'achetez pas de crypto, restez avec de l'espèce. Alors j'ai plus le chiffre, mais c'est de l'ordre de moins d'1%. Alors je crois que c'est 0,3, mais je vais fact-check. Mais je crois que c'est 0,3% des transactions en 2020 qui ont servi à faire des conneries sur le blanchiment ou sur le dark web en général. Voilà, pour le coup, j'ai pas du tout le chiffre de ce qui se passe avec les espèces et le dollar, mais c'est bien supérieur à ça. Eh ben écoute, tu m'as appris un truc là. je savais pas, et c'est bien que tu le précises. Quand même, juste pour essayer de donner quelques arguments quand même aux détracteurs. On est d'accord que quand même, comme c'est un système au porteur, notamment sur les clés Bitcoin, si tu par exemple c'est pas titularisé, donc si toi tu as des Bitcoins et tu te fais kidnapper et qu'on demande ta clé, etc., on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement c'est possible quand même de récupérer des fonds, mais ou de les transférer sous l'anonymat de quelqu'un d'autre, mais c'est comme les bons porteurs Voilà, aux États-Unis, tu sais, ouais, exactement. comme ça. Exactement. Mais effectivement, tu vois, on parlait de clé Ledger tout à l'heure. Effectivement, j'achète une clé Ledger, j'ai pas besoin de prouver mon identité dans l'absolu. Je pourrais mettre une fausse adresse et récupérer ma clé qui va générer une clé Bitcoin qui ne sera pas associée à un KYC pour le coup, mais tout simplement une fois que à partir du moment où je vais envoyer, faut bien que j'achète du Bitcoin si tu veux. Donc la porte d'entrée d'achat de Bitcoin, c'est une plateforme qui est autorisée à les vendre, et c'est en l'occurrence Binance, Coinbase, qui eux ont mon identité, pardon. Donc ça veut dire, dès que je vais les envoyer sur ma clé Ledger, ils vont regarder le truc inverse, genre l'input elle vient d'où? De telle adresse, c'est qui? C'est Valentin. Voilà, fin de partie. Donc voilà. Ouais, d'accord. Ouais, non, c'est clair. Ok, bon, tu me rassures. Juste pour terminer sur l'expérience utilisateur et les choses un peu pratiques, la fiscalité, si tu veux en dire deux mots de comment on est taxé. Comment on est taxé aujourd'hui? On est taxé flat tax, tout simplement, flat tax sur les plus-values, 30%. 30% depuis 2017, si j'ai pas de conneries. Mais toute plus-value est taxée à 30%. Voilà, flat tax, tout simplement. Aussi simple que ça. D'accord. Après, le truc quand même qui est un peu particulier quand on calcule en fait la base imposable, c'est que en gros au moment où tu vends ta crypto, tu dois noter le bénéfice que tu as à l'instant T au moment où tu les vends sur l'ensemble de ton portefeuille. C'est ça, et en proportion de ce bénéfice, tu vas payer les c'est ça, les fameux 30%. C'est ça, c'est au moment de la cession, effectivement. À noter qu'aujourd'hui, la cession de cryptoactifs contre un stablecoin n'est pas imposée. Jusqu'à quand on sait pas, mais donc pour résumer, en gros, t'as un Bitcoin, tu trades de beaucoup et ou tu veux sécuriser une partie de tes plus-values parce que le truc il est à 50 000 et qu'il a pompé de 3 à 50 000 en un an et ça te paraît un peu excessif, tu peux les mettre en USDC ou en USDT ou en EURS, qui est un stablecoin sur l'euro. Là, du coup, c'est pas imposable. C'est-à-dire que t'es pas assujetti à la volatilité de la crypto, mais par contre, t'es pas non plus imposable. Par contre, le jour où t'as une cession
contre de la monnaie fiat ou de la cession pour acheter une Tesla si demain Tesla autorise toi. Moi au début je pensais trop bien Tesla, enfin je l'ai compris il y a plus longtemps, mais là ma théorie c'était, enfin ce que je pensais c'est Tesla accepte le Bitcoin, si je paye en Bitcoin, pas d'imposition. Non, c'est dès qu'il y a cession de cryptoactifs contre quelque chose d'autre, et ben là il y a le fait imposable de 30%. Et après effectivement c'est un portefeuille, c'est au prorata du portefeuille au moment de la cession, et là ça devient un peu complexe, mais si on veut résumer c'est flat tax 30% des plus-values crypto. Ok. Il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, on entend aussi pas mal parler dans la crypto, c'est le minage, le mining. Et est-ce que tu peux en dire deux mots peut-être pour le décrire et comment ça se différencie peut-être aussi d'autres types de façons de gagner l'argent sur cet univers-là? Ouais, carrément. Tout à l'heure, on a parlé du coup des différentes blockchains ou des différentes cryptos. En l'occurrence, la plus connue qui se mine du coup, c'est le Bitcoin, la blockchain Bitcoin. Qu'est-ce que c'est le mining? C'est comme c'est une blockchain décentralisée, tout le monde peut participer à sa sécurisation, à sa sécurité. Du coup, moi j'ai un ordinateur chez moi, je vais télécharger toutes les transactions blockchain qui se sont faites depuis le tout premier bloc en 2007-2008 jusqu'à aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, ma machine va rentrer toutes les transactions qui sont faites sur le réseau, les vérifier avec d'autres dizaines de millions de machines dans le monde qui font la même chose que moi pour sécuriser la blockchain Bitcoin de manière décentralisée. Donc, personne ne peut le faire tout seul dans son coin. C'est toutes les machines en même temps. Et du coup, en échange de donner un peu de temps, en échange de donner de l'énergie, eh bien, on va récompenser un petit peu les mineurs de crypto-monnaies en leur donnant la monnaie qu'ils sont en train de sécuriser. En l'occurrence, tu sécurises la blockchain Bitcoin, tu gagnes un peu de Bitcoin. Alors, ça va pas nous rendre millionnaires aujourd'hui parce que c'était possible il y a 10 ans de gagner des dizaines de Bitcoin par jour avec un ordinateur tout pourri. Aujourd'hui, il y a tellement d'acteurs que faut des machines très puissantes qui sont là que pour ça, pour essayer de gagner ton beurre. Et encore qu'en France c'est compliqué parce que du coup l'électricité coûte cher, donc la majorité des mineurs sont en Chine ou dans des pays où l'électricité coûte un peu moins cher. Mais du coup c'est voilà, je mets mon ordinateur à disposition du réseau, je sécurise la blockchain, je rentre toutes les transactions qui sont faites dans la blockchain. En échange, on me remercie en me donnant un petit peu du token de la blockchain que je suis en train de sécuriser. D'accord. Donc finalement, c'est assez sécure dans le sens où c'est assez binaire, quoi. Où j'ai l'équipement et j'arrive à être récompensé et je serai récompensé, ou je l'ai pas, mais il n'y a pas vraiment d'autres risques comme pour le trading notamment, quoi, en fait. Ouais, après, encore une fois, si tu as ton ordinateur, que ce soit le dernier Mac ou un truc un peu plus pourri, il y a peu de chances que tu sois sélectionné parce qu'en fait, si on rentre un peu plus dans les détails, c'est tous les ordinateurs vont faire la même transaction, vont remplir le bloc. En fait, un bloc Bitcoin, c'est toutes les 10 minutes, il y a un bloc Bitcoin qui est scellé, qui est fait, fermé, on passe au prochain. Et c'est ce qui fait qu'il y a plein de blocs qui sont mis bout à bout, que ça donne la blockchain, en fait, tout simplement. Et du coup, toutes les 10 minutes, ton ordinateur, par exemple, il rentre la transaction, toutes les transactions possibles en 10 minutes. En fait, c'est pas vraiment en 10 minutes, c'est toutes les transactions qui rentrent font que ça fait 10 minutes. C'est pas au bout de 10 minutes on ferme le compteur, mais ça dure 10 minutes à peu près. Et du coup, la blockchain Bitcoin va émettre un problème extrêmement compliqué à résoudre, une équation très complexe à résoudre. Et c'est le premier ordinateur qui est capable de résoudre cette équation, pour faire très simple, qui lève la main et qui dit j'ai trouvé la réponse, c'est ça. Vérifiez que j'ai la bonne réponse. Tous les ordinateurs vérifient, ils disent ouais, effectivement, c'est la bonne réponse. Du coup, c'est cet ordinateur-là qui scelle le bloc et c'est ces transactions à lui qui sont sélectionnées. Et ensuite, on passe au prochain. Et du coup, c'est lui qui va prendre tout, tu vois. Et ensuite, 10 minutes après, probablement, c'est un autre ordi qui va réussir à trouver l'équation. Donc, c'est son bloc à lui qu'on va prendre et c'est lui qui va avoir la récompense. Mais du coup, c'est pas ton petit ordinateur chez toi qui va réussir à avoir la bonne réponse a priori par rapport à des gens qui ont des grosses machines faites pour ça. Mais le fait étant qu'il y a tellement de machines très puissantes partout dans le monde qui sont là pour faire ça que c'est plein d'endroits différents qui sont sélectionnés toutes les 10 minutes. Donc, ce qui fait que ça sécurise la blockchain de prendre plein d'ordinateurs différents qui apportent des résultats différents à chaque fois. D'accord. Donc pour aujourd'hui, ouais. Enfin pour l'investisseur d'aujourd'hui qui est pas forcément très équipé, il n'y a pas un énorme attrait à rentrer dans le mining aujourd'hui. Sur Bitcoin, quoi. Non. Après, t'as d'autres blockchains plus ou moins farfelus qui vont te dire, ouais, vous pouvez même miner avec votre téléphone aujourd'hui. Waouh, super. Bon, faut pas y accorder trop d'importance. A priori, c'est pas un truc révolutionnaire, même si c'est Stanford ou Harvard qui les portent avec toute la force qu'ils ont. Mais du coup, effectivement, le minage avec ton MacBook chez toi pour essayer de gagner quelques dizaines
dizaines de centimes de Bitcoin par rapport à l'électricité que tu vas payer de l'autre côté, bah en fait c'est pas rentable. Mais voilà, tu peux par contre miner de l'Ethereum avec des cartes spéciales. Mais après, tu vois, est-ce que c'est rentable aujourd'hui de le faire? Non, parce que le temps que tu achètes ta carte, qu'elle soit livrée chez toi demain et que tu la branches, eh ben peut-être que le cours de l'Ethereum il aura baissé et du coup tu l'auras acheté très cher ta carte parce qu'elle est beaucoup demandée aujourd'hui. Demain le marché il sera peut-être un peu moins en forme, mais du coup la différence fait qu'entre l'électricité et la carte payée très cher, bah tu seras pas rentable. Par contre, celui qui avait sa carte Ethereum depuis quelques années, aujourd'hui il se fait bien plaisir parce que comme le réseau est très utilisé et que lui il l'a acheté à une époque où c'était pas très demandé, bah il l'a payé à un prix classique, normal et accessible, même si ça peut être parfois plusieurs milliers d'euros. Mais aujourd'hui, du coup, il est là sans doute largement rentable parce que du coup, tu mines de la crypto-monnaie. Donc forcément, tu mines un Bitcoin, tu mines un Ethereum. L'année dernière, ça valait $200. Aujourd'hui, ça vaut $1 600. Bah, t'es bien content de pas l'avoir vendu si tu l'as toujours gardé. Donc voilà. Mais aujourd'hui, il faut avoir un matos particulier pour pouvoir miner sur les marchés, c'est certain. Enfin, pour pouvoir miner de la crypto, oui. D'accord. Ok, ça marche. Bah, écoute, je vais te lancer sur un petit peu le sujet du, du moment dont on entend beaucoup parler aujourd'hui dans la crypto, qui est la DeFi, Decentralized Finance, donc finance décentralisée. Tu veux la présenter et puis un peu quelles sont ses promesses, ses challenges, qu'est-ce que c'est? Carrément. Bah, si on peut avoir un peu de définition, la DeFi, c'est tout simplement l'équivalent de notre système financier actuel, mais en version décentralisée, donc sans les intermédiaires, sans les autorités centrales, sans les tiers de confiance, que ce soit les banques ou autres. C'est, pour faire très simple, du coup, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'interagir avec des protocoles à travers des contrats intelligents, des smart contracts sur Ethereum. Ça veut dire, encore une fois, accéder à ce qui existe aujourd'hui dans la finance CeFi, Centralized Finance, mais de manière décentralisée, sans les intermédiaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas de tiers de confiance, mais il y a aussi pas de prise de commission par mon banquier qui va prendre sa commission, qui doit aussi prendre une commission pour payer les bâtiments de sa banque, les chauffages, payer mon courtier, payer l'assurance, il n'y a pas tout ça. Donc ça coûte beaucoup moins cher. Et effectivement, l'une des promesses qui aujourd'hui est tenue, qui le sera peut-être demain, peut-être pas, j'en sais rien, c'est des taux d'intérêt extrêmement élevés qui font beaucoup de focus sur la DeFi, où effectivement, il y a des taux d'intérêt qui sont de l'ordre de 8 à, parfois, avec les risques que ça engendre, 100, 200, 300% annuels. Voilà. Je précise juste sur les dépôts, hein, pas sur les prêts. Hein, Sur les dépôts. Après, sur les prêts, effectivement, ça peut monter aussi vite parce que là, pour le coup, pour citer un protocole un peu de la finance décentralisée comme AAV. AAV, c'est quoi? C'est j'ai un Bitcoin, j'ai envie d'avoir de la liquidité issue du Bitcoin, mais j'ai pas envie de vendre mon Bitcoin parce que je crois en la technologie, je pense qu'il peut aller beaucoup plus haut. Et ben, je vais voir le protocole AAV et je vais lui dire tiens, je te file mon Bitcoin. Et en l'occurrence, un WBTC si on veut rentrer dans les termes techniques. Pourquoi? Parce que c'est un Bitcoin, ce n'est pas la même blockchain qu'Ethereum et la DeFi est 99% sur le réseau Ethereum. Donc c'est juste un Bitcoin tokenisé sur Ethereum, mais c'est à peu près la même chose. Donc je donne mon Bitcoin et en échange, il va me donner par exemple 50% du prix du Bitcoin à l'instant T. Donc il est à $50 000, je vais demander $25 000 et ces $25 000, je vais pouvoir aller acheter ma voiture avec, par exemple, en payant la flat tax et ou les mettre en ce qu'on appelle farming dans la DeFi, ça veut dire les prêter à des protocoles à très haut rendement. Et du coup, comment ça fonctionne? Ça fonctionne que le protocole AAV, il demande de la liquidité à ceux qui ont des stablecoins USDT, USDC qui veulent les prêter contre des taux d'intérêt. Et de l'autre côté, il s'assure que j'ai bien une surcollatéralisation de mon prêt à travers le Bitcoin qui vaut $50 000. Si Bitcoin descend en dessous de $30 000, je vais recevoir une notification de AAV qui me dit va falloir que tu renforces un petit peu ta collatéralisation ou que tu rembourses ton prêt, parce que si ça descend à 25 000, je te liquide pour ne rien perdre, parce que je ne sais pas qui tu es, je sais pas qui est derrière, donc je vais pas vous envoyer les huissiers. Donc dès que ça descend au prix de mon collatéral, pour faire très simple, le prêt est liquidé, donc tu perds ton Bitcoin du coup, et tu gardes dans l'absolu, tu gardes ce que tu as emprunté à la base, mais voilà, et tout ça par un smart contract, c'est pas un mec c'est pas Mark Zeller, pour le citer, qui est l'un des gars qui travaille sur les protocoles, qui va regarder le prêt de Valentin et dès qu'il peut appuyer sur liquider, il appuie sur liquider. Non, c'est des contrats intelligents
qui sont codés sur la blockchain Ethereum, qui disent voilà, si jamais il se passe ça, vous faites ça, s'il se passe ça, vous faites ça, et en l'occurrence, c'est si jamais le prêt descend en dessous de tant de pourcents de son collatéral, on le liquide. Voilà comment ça fonctionne pour le protocole AAV, qui est le protocole phare de la finance décentralisée, ce qu'on appelle un protocole de borrow lending, donc d'emprunt et de dépôt. L'intérêt pour ça, enfin si on reste sur AAV, c'est quoi? C'est d'emprunter sans avoir à demander de compte à qui que ce soit, parce qu'à partir du moment où moi j'ai mon collatéral, de toute façon le système, on va dire si on l'appelle comme ça, va pouvoir me prêter de l'argent, alors que si un système traditionnel, il faut que j'aille voir mon banquier, lui convaincre que mon projet est bon, etc. pour avoir des fonds. C'est ça, en fait, tu te fais un prêt à toi-même. Effectivement, tu te fais un prêt à toi-même, donc il y a pas d'intermédiaire, il y a pas de personne à convaincre. Pour les personnes qui ne sont pas en situation d'avoir un prêt, ben voilà, personne n'a à dire son mot. Pour les personnes qui sont interdits bancaires aussi, c'est assez dingue, toi, de se dire bah là, je vais faire un prêt ou alors je vais prêter mon argent alors que je suis interdit bancaire. Et où je vais pouvoir le dépenser à travers la crypto-monnaie avec une carte ou un QR code alors que je suis encore un peu interdit bancaire, ou que j'ai pas accès à des services financiers comme c'est le cas des pays africains parfois ou d'autres. Voilà, c'est vraiment aussi cet aspect-là, tu vois. Aujourd'hui, l'aspect qui prime, et c'est normal, hein, c'est les taux d'intérêt, c'est putain, emprunter à 10% et générer des retours à 80%, bah, le calcul il est vite fait, hein, j'emprunte et je place, c'est certain. Mais derrière, il y a aussi tout cet aspect, le mec au fin fond de l'Afrique, il est capable d'être bancarisé demain à travers des services que personne lui aurait accordé parce que d'un point de vue rentabilité, c'est zéro. Bah là, on s'en fiche, il aura son compte et très bien pour lui. Ouais, bien sûr, d'accord. Et cet intérêt, cet attrait pour la DeFi aujourd'hui, elle est due au fait que avec la volatilité en fait qu'il y a sur le marché et les perspectives de gains très forts sur certains cryptoactifs, avoir une flexibilité supplémentaire pour finalement disposer de liquidités qu'on n'aurait pas forcément sur le coup. C'est ça qui qui a créé en fait cet attrait et ce regain d'intérêt, enfin ce gain d'intérêt du marché pour la DeFi aujourd'hui. C'est vrai que la DeFi, elle existe depuis longtemps, elle existe depuis 2017-2018 et elle a connu un fort attrait à l'été dernier, de l'été 2020, où elle a explosé. Je pense qu'il y a plusieurs choses et en même temps, il y a, si tu veux, par exemple, l'affaire GameStop, très récemment, a mis un grand coup de lumière. Pour faire simple, l'affaire GameStop, si on peut résumer en quelques minutes, c'est des traders sur un forum qui disent on va faire pomper une action et du coup, comme ça fait peur pour plein de raisons, l'action elle est délistée des plateformes où tu pouvais l'acheter à la base, ce qui était un peu jamais arrivé d'ici jusque-là, d'interdire l'achat d'une action. Et bien ça, du coup, les gens se disent ok, bah une finance aux mains des mêmes personnes qui ont le droit de faire ce qu'elles veulent, c'est pas possible. Dans la finance décentralisée, on peut pas supprimer une action ou un actif si ça nous intéresse pas, tu vois. C'est pas l'intérêt personnel qui prime, c'est l'intérêt du collectif pour le coup. Parce que c'est tous les gens qui ont le token qui vont dire s'ils veulent retirer le truc, il faudra que tout le monde soit ou que la majorité soit d'accord. Donc du coup, ça a mis pour le coup ces dernières semaines un grand coup de projecteur à la DeFi sur cette affaire GameStop. Avant, effectivement, c'était déjà le cas dans la mesure où comme on est sur un marché haussier, il y en a qui s'en servent de la finance décentralisée, comme tu dis là, pour faire un effet de levier. Ça veut dire, j'ai un Bitcoin, ben j'emprunte, je le mets en collatéral, j'emprunte la moitié de mon Bitcoin, je rachète du Bitcoin et je le fais 10-15 fois. Et ça veut dire que ma position, elle est énorme, alors qu'à la base, j'aurais pas pu faire ça. C'est une sorte de levier, mais ça va un peu plus loin que le levier pour le coup, parce que ça veut dire, tu peux faire d'autres choses. Tu peux mettre du Bitcoin en collatéral, prendre 25 000, acheter de l'Ethereum, mettre l'Ethereum en collatéral, aller acheter du Uni, mettre le Uni en collatéral, et finalement avec ce Uni, aller au bout de la troisième fois, la quatrième transaction, tu vas farmer à 40% d'intérêt, histoire de payer les frais que tu vas payer sur tout ton prêt. T'attends que ça monte, comme sur un marché haussier. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Et effectivement, du coup, les gens se disent, bah, en fait, c'est dingue parce que je peux me faire un prêt à moi-même. Là, le risque, il est château de cartes, tu vois, c'est ce qu'on, les gens se discuté. Un financier qui me disait, mais en fait, là, c'est pipi de chat, en fait, ce qui s'est passé en 2008 avec les subprimes par rapport à ce que tu me dis là. Oui et non, tu vois, c'est des trucs différents. Et puis là, c'est le mec qui se fait liquider dans l'absolu, mais
voilà, l'idée c'est, je peux me faire un prêt à moi-même, je peux m'en servir pour aller acheter ma bagnole sans vendre mon Bitcoin, je peux m'en servir pour aller acheter d'autres cryptos à partir d'une somme de base plus ou moins conséquente, et je peux aussi m'en servir pour aller placer ça dans des protocoles qui m'offrent des taux d'intérêt qui sont énormes. Les taux d'intérêt ils sont énormes. Petite parenthèse pour plein de raisons, parce qu'il y en a qui sont capables, par exemple, tu vas prêter à AAV de l'USDT à 20%, et qui va payer de l'USDT à 20% alors que je peux faire un emprunt à 0,5% à la banque? Le mec qui est capable d'aller emprunter à 20 pour aller placer à 100. Et pourquoi il y a un mec qui est capable de payer 100? Parce qu'il y a un mec qui est capable de faire 1000. Et pourquoi il y a un mec qui est capable de faire 1000? Parce qu'il y a des protocoles qui font des incentives, et des incentives, ça veut dire les gars, par exemple Uniswap, c'était le cas au début, les gars, venez utiliser mon protocole, venez donner de la liquidité à mon protocole, et en échange, vous allez avoir les frais engendrés par les transactions, parce que comme c'est décentralisé, c'est pas Uniswap, l'entreprise Uniswap qui gagne les frais, c'est la communauté qui a fourni la liquidité et qui a les tokens potentiellement, qui vont gagner les frais, et du coup, pour que vous veniez sur moi Uniswap et pas SushiSwap par exemple ou d'autres, je vais vous donner en plus des frais de transaction mon token uni à hauteur de X dizaines de tokens unis pour X euros mis dessus. Et donc du coup, t'imagines bien que si le token uni il augmente, ton gain il augmente, et c'est comme ça qu'on a des taux d'intérêt assez énormes. Ça veut dire que tu as peut-être 5% qui sont donnés par les frais de transaction. Un mec qui fait une transaction, il paye des frais de la blockchain Ethereum, ça revient à qui? Ça revient à ceux qui ont fourni la liquidité, et derrière tu as Uniswap ou d'autres qui disent pour m'utiliser, parce que vous me fournissez la liquidité à moi, je vous donne des tokens de gouvernance de chez moi que vous pouvez revendre si vous voulez. Ça coûte, Uniswap il est à $20. Forcément, du coup, revendre le token à l'instant T au moment où il a été émis à $20, sachant qu'il est émis à tant de fois par heure, ça fait des taux d'intérêt qui sont à 30-40%. C'est ça qui donne les taux d'intérêt à 30-40%, c'est de revendre à l'instant T le token de gouvernance. Voilà. Ouais, tout à fait. D'accord. Ouais. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. C'est compliqué à expliquer. Ça doit être très compliqué à comprendre, mais ce qu'il faut se dire, en gros, c'est, si je peux résumer, on a une finance qui est décentralisée, qui est régie par des smart contracts qui sont codés par des protocoles décentralisés, des entités décentralisées qui sont visibles, accessibles à tous, qui sont transparents et qui sont au service de la communauté, au service du nombre plutôt qu'au service de quelques personnes qui vont s'enrichir. Et forcément, dans le climat qu'on connaît aujourd'hui, social et économique, ça marche mieux que des entreprises qui s'enrichissent aux dépens des autres, si tu veux. Ouais, tout à fait. Non, il y a une énorme bulle spéculative, on va dire, avec derrière des vrais projets, mais il y a une bulle spéculative quand même sur un marché où d'un coup des acteurs arrivent, et donc ça fait des bulles, quoi. C'est impossible. En fait, je sais pas, tu vois, encore une fois, je suis pas analyste technique, je peux pas te dire c'est une bulle, mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que l'univers bancaire, il a jamais été remis en question depuis des décennies, il a jamais été remis en question. Tout a été un peu bouleversé avec l'arrivée d'Internet, sauf la banque. La banque, t'es toujours client. Au mieux, ta banque, elle s'est digitalisée. Au mieux, t'as une banque digitale de base comme N26 ou Revolut, mais t'es toujours client. Et point, on te demande, t'as le droit de rien dire. T'as le droit de payer tes agios quand t'en as. T'as le droit d'essayer d'avoir le prêt le moins cher possible, mais t'es client, point. Et là, il y a ce truc-là où on vient te dire, les gars, il y a la blockchain, c'est transparent, c'est décentralisé. On va faire la finance décentralisée où vous allez tous pouvoir être vos propres banques, faire vos propres prêts, prêter à des gens. Vous allez pouvoir interagir avec des protocoles qui permettent de faire des taux d'intérêt assez élevés. Pourquoi? Parce que ce que je t'ai expliqué, et aussi parce qu'il n'y a pas d'infrastructure à payer. C'est un smart contract. Le smart contract, on va pas lui donner, on va pas le payer. Il n'y a pas de chauffage à payer dans le smart contract. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est l'ouverture des possibles de vous êtes bien assis sur le magot pendant des dizaines et des centaines d'années. Les choses, elles changent, et c'est révolutionnaire dans la mesure où, encore une fois, l'univers bancaire n'avait jamais été titillé jusque-là. Une disruption parfaite, quoi. Ouais, clairement, une disruption parfaite. Et j'en discutais avec Raphaël Bloch, qui est journaliste à l'Express, qui avait fait la une de l'Express avec une banque, et c'était un dinosaure avec la fin d'un monde, je crois qu'ils avaient mis. C'est marrant, tu vois, c'est l'Express, c'est pas un truc l'Express, c'est gros, ils sont pas là pour faire le buzz. Ouais, c'est pas un truc avant-gardiste. Ouais, c'est ça. Ils avaient pris position. Ils avaient un peu parlé forcément de crypto parce que Raphaël Bloch est journaliste spécialisé dans les cryptos là-bas. Et tu vois, ça veut dire qu'on est déjà arrivé à ce que les médias en parlent, et la disparition du cash nous amène vers des monnaies digitales et un peu vers la finance décentralisée. Et c'est vrai que ce que disait Mark Zeller
de AAV l'autre jour, il me disait les taux d'intérêt négatifs, ils vont arriver dans les comptes français aujourd'hui, enfin demain du coup. Aujourd'hui, c'est déjà le cas dans des pays d'Europe. Vous laissez de l'argent traîner sur votre compte courant, on va vous prélever des taux parce que c'est les taux d'intérêt négatifs, ça n'a pas de sens. Mais voilà, point. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, les gars. Point. Et là, avec la finance décentralisée, on va pouvoir avoir nos propres cryptos et les laisser à 5, 8, 10, 15, 20% par an, ce qui paraîtra énorme. Alors que de l'autre côté, dans la finance centralisée, on va prendre 0,25 à tous les dépôts et tous les comptes de dépôt qui sont avec de l'argent dessus, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, je renvoie les gens vers ton podcast finalement et l'épisode avec Marc Zeller que je trouve très éclairant à ce sujet-là, pour ceux pour les gens qui veulent un peu creuser un peu plus sur cet aspect-là. Valentin, juste, je voulais avant de te poser cette question, et on arrive sur la fin du podcast, mais je vais mettre juste un disclaimer. Personne ici ne donne de conseils d'investissement. On est d'accord. Mais quels seraient les conseils, on va dire peut-être de base ou les grandes tendances sur ce marché-ci, et peut-être même de manière générale dans tout le type de marché à des investisseurs, des gens qui veulent se lancer sur la crypto pour faire fructifier leur patrimoine. Ouais. J'ai envie de leur dire, vous arrivez au pire et au meilleur moment. Vous arrivez au meilleur moment parce que tout monte, mais c'est le pire moment parce que du coup tout monte. Et donc il y a un moment donné où tout ne monte pas jusqu'au ciel. Moi, j'ai eu la chance de m'intéresser aux crypto-actifs quand c'était le marché baissier. Alors effectivement, c'était douloureux dans l'absolu de savoir que je me levais chaque matin avec un peu moins d'argent que la veille, mais comme je croyais en le truc, j'avais pas la FOMO. Au contraire, j'achetais toujours moins cher. Là, on est dans l'inverse, c'est-à-dire j'achète potentiellement toujours plus cher, ou alors j'ai la peur d'acheter toujours plus cher le lendemain. Et donc ça implique la fear of missing out, le FOMO, ça veut dire je vais mettre 10 000 balles demain, ce sont toutes mes économies sur Bitcoin parce que j'ai pas envie de rater le train. Mais le train, il est déjà parti. Donc, il faut faire ce qu'on appelle, je pense, on a déjà parlé dans tes podcasts, le fameux DCA, Dollar Cost Average. Ça veut dire, j'ai 10 000 balles, je vais mettre 100 balles tous les jours jusqu'à ce que j'ai mis mes 10 000 balles et on verra où ça nous mène. On est effectivement sur un marché extrêmement haussier, extrêmement puissant. Certains disent Bitcoin 100 000, d'autres 200 000, d'autres 300 000. J'en sais rien. Sinon, j'aurais déjà hypothéqué ma maison et peut-être même ma famille. Mais donc, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, le marché est extrêmement haussier. Les news, elles sont extrêmement haussières, mais que ça monte pas jusqu'au ciel. Alors, maintenant, il y a deux classes. Il y a les classes qui disent, deux écoles. Celle qui dit, on va se taper un crack comme en 2017 où le truc il va retracer sévèrement, et puis il y en a qui disent ça va faire comme la bulle de l'internet, comme Amazon où ça ne se crachera plus, on aura des corrections, mais le truc il va monter ad vitam aeternam jusqu'à je sais pas quand, mais il y aura plus de gros retracements comme on a le voir de 20 000 à 3 000. Donc j'en sais rien. Ça veut dire Bitcoin reste celui qui draine tout sur son passage. Ça veut dire c'est celui qu'on regarde, c'est quand il monte, tout le monde fait pas les figures et tout le monde en veut. Mais les grandes tendances, c'est aujourd'hui la finance décentralisée. On n'en a pas parlé, on n'en parlera pas parce que je suis pas assez calé pour discuter avec toi, mais c'est aussi ce qu'on appelle les NFT, donc l'art dans la blockchain, tout ce qui touche à l'art dans la blockchain cartonne en ce moment. Les jeux vidéo, les tokens liés aux jeux vidéo dans la blockchain vont probablement cartonner cette année aussi. Donc voilà. Et est-ce que, mais quand même, enfin, pour la personne qui est plus dans profil prudent, on est d'accord qu'on reste sur le Bitcoin, l'Ethereum, les grosses valeurs, et comme tu dis, on fait du DCA sur ce genre de truc. Est-ce que le profil prudent, il arrive dans les cryptos? Le profil prudent des cryptos, c'est ça que je voulais dire. Ah, le profil prudent des cryptos. Ouais, le profil prudent des cryptos, il se contente de rester dans le top 10 du market cap, effectivement. Et les deux premiers, c'est Bitcoin et Ethereum, qui sont des valeurs sûres. Et ça restera des valeurs sûres, parce que pour l'instant, c'est un truc énorme qui a pas été attaqué. Mais c'est un truc qui est quand même à 50 000 balles, tu vois ce que je veux dire. Donc, et est-ce qu'il est trop tard ou pas, j'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. Moi, je continue d'en acheter. Je continue d'en acheter autant que j'en ai acheté quand il était à 3 000, quand il était à 10, 15, 20, il est à 50. Je continue d'en acheter, il y a pas de problème. Mais parce que j'ai aussi la chance de dire, de toute façon, mes premiers, je les ai achetés à 3 000, donc effectivement, je peux continuer d'en acheter. Mais celui qui a fait dans toute sa vie du dollar cost average, même celui qui a commencé sur 2017, aujourd'hui il est rentable et il l'était même avant que le Bitcoin il soit à 50 000. Celui qui met une petite dose
petit à petit, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, a priori, il s'en sort toujours. Et voilà, ça sert à rien de vouloir rentrer grosse couille, comme on dit, parce que j'ai entendu que le truc, il allait à 100 000 et du coup, voilà. Et tu vois, s'il va à 100 000, au pire, j'ai envie de te dire, il a juste fait x2. C'est pas exceptionnel. Ouais, tu vois, les cryptos, on sûr. dit tous, ça monte juste, enfin, c'est des performances de fou. Ouais, mais les performances de fou, ça ferait 100 000, ça fait que x2. C'est énorme parce qu'il est pas parti de 50. Il est parti de 0, il est parti de 20 000 en décembre, et il est parti de 3 000 en mars 2020. Mais aujourd'hui, ça fait plus que x2. Mais pour la technologie et pour les autres projets, faire du dollar cost average sur un petit peu de Bitcoin, très clairement du Bitcoin, il en faut dans le portefeuille. Oui, forcément. Ethereum, oui, parce qu'ils sont en pleine transformation. Tous les protocoles de DeFi dont on a parlé ou presque, tous les protocoles de décentralisation avec smart contracts fonctionnent sur Ethereum. On en a touché un mot sur la transformation avec Proof of Stake, Proof of Work. Il faut d'Ethereum dans son wallet, c'est certain. Et après, il faut un peu de tokens directement issus des protocoles de gouvernance, parmi lesquels Uniswap qui draine le marché aujourd'hui, SushiSwap éventuellement qui draine aussi le marché en deuxième position. Et puis voilà, en fonction des affinités des tokens qui peuvent plus ou moins parler en fonction de ce qu'ils proposent, que ce soit des tokens de plateforme, par exemple ETH c'est pour interagir avec la plateforme Ethereum, BNB pour interagir avec la plateforme de Binance. Voilà, il faut ou du AAV, tu vois, on a parlé tout à l'heure de AAV, il a son propre token. Le AAV, il sert à quoi? Il sert à gagner des taux d'intérêt si tu le stakes, si tu le bloques dans le protocole, et en échange, le protocole se sécurise avec, parce que si jamais ils ont un hack, ils sont capables d'aller chercher jusqu'à 30% du montant bloqué par les utilisateurs. Du coup, ça permet d'avoir un coussin pour rembourser si jamais ils ont des hacks ou quoi, parce qu'on n'a pas parlé des hacks, mais c'est la DeFi, c'est pas sûr. Enfin, il y a des hacks toutes les semaines, il y a des hacks sur des protocoles plus ou moins farfelus. Des fois, ils ont suffisamment de liquidité pour les rembourser. Des fois, les mecs, il y a un hack, ils se barrent, on les entend plus jamais. Voilà, désolé les gars, vous avez perdu votre argent. Il faut pas aller pigner effectivement. C'est le policier du coin parce que déjà il va rien comprendre, en plus il peut rien faire. Donc il faut mesurer tout ça, mais aujourd'hui, tu vois, tu peux acheter le token AAV, le truc, début d'année, il était à $90. Aujourd'hui, il est à plus de $500 parce qu'il y a cet engouement. Alors, est-ce que l'engouement fait que c'est trop tard? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que on est au début de quelque chose. On est encore des early adopters de la crypto. Alors, on est encore plus des early adopters de la DeFi, ça c'est certain. Ouais, on est encore plus tôt dans la vague, quoi. Ça c'est clair. Exactement. Ok. Et qu'est-ce que tu recommanderais pour se renseigner sur ce marché, les choses à suivre, les choses à écouter, à voir pour être meilleur? Ça serait bizarre que je parle pas de Cryptost. Évidemment. Ça serait malvenu si les collègues écoutent. Cryptost, c'est il y a un bon paquet de médias, mais dans le trio de tête, il y a Cryptost. On fait des news, enfin on fait de l'actu, on fait des tutoriels pour comment acheter, comment vendre, comment échanger, sur quelle plateforme, pour qui, pourquoi. On fait de la news, du coup, Elon Musk a fait ça, a dit ça, pour se tenir un peu informé sur le marché, parce que c'est important de le comprendre et de comprendre ces news. Après, on fait des vidéos aussi, donc des podcasts et plein d'autres vidéos. Il y a d'autres chaînes. Si on est plus fan, par exemple, moi, je veux tous les jours avoir un peu une analyse technique et tout, savoir un peu où placer ma thune ou comment le vent souffle. Il y a Cryptomatrix qui est très bon pour faire ça, qui fait une vidéo tous les jours où il fait tous les matins un petit récap du marché, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est fait, est-ce que le marché a plutôt l'air de vouloir pousser en haut ou de vouloir retracer. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Il y a après Telegram, ça se passe beaucoup sur Twitter et Telegram. Il y a un paquet de comptes à suivre. Ce serait difficile de tous les citer. Je vais pas en citer un parce que sinon je vais les oublier et ça serait dommage. Mais il y a un paquet. En tout cas, ça se passe sur Telegram et sur Twitter. Que ça soit pour suivre les channels des protocoles sur lesquels les gens vont placer un peu d'argent ou vont s'intéresser, ou pour suivre des channels un petit peu plus news, pour suivre le news flow et tout sur plus la DeFi, plus les jeux vidéo ou quoi. Parce que nous, du coup, on a un média spécialisé, mais généraliste dans la spécialisation qu'est la crypto. Après, voilà, on va pas faire que de l'actu crypto, DeFi ou NFT ou quoi. Donc, dès qu'il faut rentrer un peu plus dans les trucs techniques, c'est pas très compliqué de trouver des interlocuteurs un peu spécialisés ou des channels, mais voilà, tout se passe sur Twitter, Telegram, Discord aussi parfois.
D'accord, ouais. Non, c'est bon de rappeler aux gens qui écoutent qu'il faut oublier Facebook pour ce genre de choses. Ouais, faut oublier Facebook. Et qu'il faut sortir de la sphère. Et en effet, de Twitter, on prend un compte, on sort sur un autre et on finit par tomber sur les acteurs majeurs que tout le monde suit finalement, quoi. J'ai l'impression. C'est un peu. Ouais. Après, il suffit juste de checker si c'est. Enfin, en gros, pour faire simple, n'envoyez pas vos fonds à une adresse sur un channel bizarre parce qu'ils vous ont promis de vous rendre le double 10 minutes après. Ça n'arrivera pas. Et donc voilà, c'est encore une fois, c'est du bon sens, mais il y en a beaucoup qui se font avoir. Et encore une fois, on est dans un bull market, donc les gens, ils sont prêts à croire à tout et n'importe quoi sous prétexte de gagner un tout petit peu plus que ce qu'ils ont mis. C'est le plus dangereux. C'est là où vous allez vous faire avoir, effectivement, et pas trader inutilement, tu vois. Moi, je pense que j'ai des collègues à Ouest France qui m'ont dit, vas-y, j'arrête d'être journaliste, je vais devenir trader parce qu'ils ont commencé à gagner pas mal d'argent sur du trading, tu vois. Mais les gars, ça marche en marché haussier. On se revoit dès que le marché il tire la gueule, et puis on verra si t'as pas envie de revenir dans ton métier de base, tu vois. Ouais. Et en fait, cette euphorie-là, moi, du coup, elle était déjà là en 2017. Je l'ai pas vécue. Aujourd'hui, il y a une euphorie telle que, effectivement, on est dans ces cas de figure où tout le monde se sent pousser des ailes, devient trader, et en fait c'est le meilleur moyen pour se ruiner, parce que celui qui connaît rien, on ne devient pas journaliste, chirurgien, trader, boulanger en 10 minutes après avoir regardé une vidéo ou après avoir vu un mec qui dit achetez ça à levier x100 avec 10 balles, vous allez devenir riche. Non. C'est le meilleur moyen de tout perdre. Le mieux, t'achètes, t'attends. De toute façon, le marché il monte. Encore une fois, pour l'instant, il monte, et si demain il monte plus, a priori, c'est un marché porteur, et les institutionnels qui sont là aujourd'hui nous le confirment. Donc, ça sert à rien de vouloir. Moi, une phrase que j'aimais bien, c'est: on n'est pas là pour être riche vite, on est là pour être riche sûrement. Et c'était Cryptofanda qui disait ça, que j'aime beaucoup dans son personnage. Ouais. Voilà, c'est bien résumé. C'est a priori le marché, de toutes les façons, on est encore early. Il a tout pour être adopté, il commence sérieusement à l'être. Tu vois, il y a le maire de Miami qui a dit qu'on pouvait payer ses impôts en Bitcoin, et qu'il allait, si il le souhaitait, ses impôts, enfin les gens de la mairie être payés en Bitcoin, ils allaient pouvoir l'être. Pareil pour Twitter. Enfin, ça, c'est des signes a priori qui font qu'on n'est plus dans la cas de figure où on peut se demander, tiens, est-ce que le Bitcoin c'est une mode ou pas? Bon, le truc, il est là depuis 2008, ouais. Il vaut 50 000 balles aujourd'hui. Les pays commencent à s'y intéresser. Sérieusement, les entreprises sont déjà là. A priori, c'est pas une mode, donc ça devrait bien se passer si on fait pas n'importe quoi. Si on fait pas un all-in à 50 000, normalement, on est bon. Ouais, non, tout à fait. Et écoute, il y a énormément de sujets sur la crypto. On sent que tu es passionné, moi aussi, et on pourrait en passer des heures. C'est compliqué d'expliquer. Ouais. Compliqué d'expliquer tout ça, effectivement. Mais pour le coup, à tête reposée, si ça vous parle, tout ça, c'est un monde qui est merveilleux. Bah, vraiment, moi, encore une fois, on vient pour l'argent, on reste pour la technologie, c'est vrai. Et les médias dont je vous ai parlé, que ce soit Cryptost ou d'autres, les confrères, ou mes Cryptomatrix ou d'autres que j'ai pas cités, qui sont très bons, vous allez vite les retrouver de toute façon en voyageant un peu sur YouTube, et vous allez voir à quel point le monde est fabuleux, et il y a plein de gens bienveillants. Donc aujourd'hui, c'est un monde qui s'est beaucoup structuré. Il y a 5-10 ans, c'était un monde où il y avait plus d'escrocs que de gens honnêtes. Maintenant, c'est structuré, il y a des médias, il y a des gens qui se montrent, on voit la tête des gens, toi, les gens ils se cachent moins. De toute façon, parce que de toute façon, Ledger, ils ont filé toutes nos adresses, donc on peut plus se cacher. mais avant ça commençait déjà à se montrer. Mais donc voilà, il y a des gens bienveillants qui expliquent très bien, que ce soit Cryptost ou d'autres, et on peut se faire accompagner là-dedans aujourd'hui et pouvoir gentiment arriver dans ce monde-là et comprendre tout. Ça sert à rien de se précipiter sur un token, d'essayer de comprendre la DeFi. Pour comprendre la DeFi, le mieux c'est de comprendre la crypto. Pour comprendre la crypto, le mieux c'est d'en avoir. Quand on achète ne serait-ce que 10 balles de Bitcoin, je vous assure que vous allez regarder votre wallet toutes les 5 minutes, et que quand il va monter, vous allez vous intéresser pourquoi il monte, et quand il va baisser, vous allez vous intéresser pourquoi il va baisser. Et du coup, on commence à mettre son petit doigt dans l'engrenage. Et après, on commence à mettre un peu plus d'argent, et du coup à s'y intéresser encore plus. Et c'est là où on comprend le potentiel, et on hypothèque sa maison. Mais c'est à la fin. On commence pas par hypothéquer sa maison. Ouais, non, je te rejoins tout à fait. Et c'est exactement le parcours que j'ai suivi aussi moi personnellement, sauf la partie sur la maison, effectivement. Je vais pas hypothéquer. Dans quelques mois. Ouais, ça va venir. Mais tu me diras quand tu le feras, ça sera le moment pour que je vende de mon côté. Ouais, c'est clair. Ça sera bien ça sera le signal. Bien trop bullish, quoi. Exactement. C'est clair.
Écoute, merci beaucoup Valentin. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent te retrouver s'ils le souhaitent pour partager un peu plus? Sur Twitter, ouais, carrément sur Twitter, que ce soit le média Cryptos directement ou moi c'est Val Cryptos, donc Cryptos c'est CRYPTOAST. Ça c'est Thomas le fondateur qui voulait faire un jeu de mots avec la crypto, je vous laisserai apprécier s'il a réussi ou pas. Mais voilà, sur Twitter où je suis pas mal actif, Telegram aussi, mais bon, Twitter c'est plus simple. Super. Eh ben écoute, c'est noté, on le mettra dans les show notes, ainsi que toutes les références. Il va y avoir des grosses, une grande liste de show notes pour cet épisode par rapport à d'autres. Mais... Carrément. Et je t'invite à aller derrière, comme je te disais, inviter un masse de gens qui sont beaucoup plus doués que moi, beaucoup plus légites à parler que moi. Moi, encore une fois, j'ai la formation journalistique, je suis pas ingénieur. Voilà, je suis pas Mark Zeller derrière le protocole AAV. Je suis pas Asher non plus qui a sa boîte là-dedans aussi, qui serait très intéressant à interroger. Donc vraiment, fais-toi plaisir à interroger un maximum de gens qui sont à fond dans la crypto depuis bien plus longtemps que moi et qui seront bien plus pédagogues que moi sur certains points, parce que moi il y a des points que j'ai toujours pas totalement compris, alors qu'il y en a d'autres qui le connaissent sur le bout des doigts. Oui, bien sûr, non, c'est bien noté, c'est le but aussi. Mais pour ce qui est d'un panorama du secteur crypto, je pense qu'on a fait vraiment un super bon tour avec toi. Et donc, je te remercie vraiment d'avoir apporté toutes ces valeurs-là. Avec grand plaisir. Je suis sûr que je terminerai comme Asher va terminer l'interview que j'ai fait de lui il y a quelques mois. Je suis sûr que j'ai dit 1 milliard de conneries dans ce que dans les 1 milliard de trucs que j'ai dit, je suis sûr que j'ai dit 1 million de conneries et là on va diviser par 10. Par un peu plus même. Mais j'espère en tout cas que le panorama est fait et que les gens pourront rechercher par eux-mêmes, parce que voilà, la crypto, in fine, c'est faites vos propres recherches et ne croyez pas en les gens. Bah écoute, c'est une super conclusion en tout cas. C'est parfait. Merci beaucoup encore Valentin et à très bientôt. Merci à toi Paco. À bientôt. Salut. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça me permettra de faire monter le podcast dans les classements et me donner la motivation pour te donner toujours le meilleur contenu. Merci beaucoup pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.